Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir. Je suis accompagné de mon acolyte Gauthier. Bonsoir Franck, bonsoir à tous les auditeurs. Alors ce soir, nous allons vous parler du livre de Jean-Clément Martin consacré à Robespierre, sous-titré dans sa première édition La fabrique d'un monstre. Alors on le sait, aucune artère parisienne ne porte le nom de Robespierre, passé à la postérité comme l'archétype du monstre. Sans l'absoudre ni l'accabler, mais en le suivant pas à pas à travers chacune de ses prises de position politiques, Jean-Clément Martin montre que cette réputation a été fabriquée par les thermidoriens. Après avoir abattu le tyran, entre guillemets, ils, les thermidoriens, voulaient en effet se dédouaner de leur propre recours à la violence d'État. Ainsi, les 10 et 11 thermidors, qui voient l'exécution de l'incorruptible et d'une centaine de révolutionnaires, servent à imputer au premier la seule responsabilité de la terreur. Non seulement cette accusation a réécrit l'histoire de la Révolution, mais elle continue à s'imposer encore à nous. Une démonstration sans faille et un livre à l'image de Robespierre, éminemment politique. L'auteur est professeur émérite à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ancien directeur de l'Institut d'histoire de la Révolution française. Jean-Clément Martin a notamment publié La guerre de Vendée et chez Perrin, La nouvelle histoire de la Révolution française, ainsi que La terreur, vérité et légende. Alors nous pouvons le dire, depuis quelques années, Robespierre a le vent en poupe. Sans doute la vente de ses manuscrits aux Archives nationales en 2011, au mois de mai plus précisément, y a contribué. Depuis, un nombre non négligeable de biographies lui a été consacré, qui démontrent que tout n'a pas encore été dit sur l'incorruptible. En 2012, l'historien australien Peter McPhee publie ainsi un Robespierre dans la Révolution, Une vie dans la Révolution. Marc Bellissa et Yann Bosc sortaient un Robespierre à la fabrication d'un mythe. En 2013, Cécile Aubény un Robespierre ou la probité révoltante en 2013. Et enfin, Hervé Loers avec un Robespierre en 2014. 2 ans plus tard, donc en 2016, Jean-Clément Martin se lance dans l'aventure et se flatte, comme il le dit lui-même, je cite, de renouveler le pacte biographique en refusant toute approche psychologisante, avec également aucun esprit ni partisan, aucun affect et aucun sensationnalisme. Oui, alors naturellement, Robespierre, c'est une figure révolutionnaire qui revient régulièrement dans le débat public et dans le débat politique parce que il est un modèle pour certains et il est abhorré par d'autres. En réalité, il peut aussi bien être quelque chose de vertueux pour une certaine gauche radicale et puis pour le reste de la classe politique, notamment à droite, c'est un contre-modèle total. Maximilien Robespierre, c'est une figure centrale de la Révolution, c'est sans doute la grande figure avec Napoléon Bonaparte et un petit peu malgré lui Louis XVI, qui est celui qui subit la Révolution. Il est beaucoup plus connu que des figures plus radicales que lui encore, comme Gracchus Babeuf ou même Marat, ou bien des figures qui passent comme ayant un petit peu parti lié avec lui, ou étant aussi radical que lui, comme Danton, mais qui finalement sont des items politiques assez différents. Robespierre, c'est vraiment l'ascète, c'est vraiment le militant de l'idéal. C'est pas un militant au sens du militantisme, mais c'est un tribun qui se révèle. C'est quelqu'un d'assez émotif, d'assez fragile sans doute au départ, mais qui petit à petit, poussé par ses proches et ses amis à se présenter à l'Assemblée constituante, eh bien se fait élire, et bien découvre qu'il a des talents oratoires insoupçonnés et devient le principal orateur de cette Assemblée constituante entre 1789 et 1791. Quand je dis principal orateur, c'est-à-dire Robespierre, c'est une soixantaine de discours dans la seule année 1789, enfin c'est une partie de l'année, hein, puisque les États généraux sont convoqués au mois de mai, une centaine de discours en 1790, et encore une centaine dans les 9 mois qui séparent le début de l'année 1791 de la clôture de la session, puisque en octobre 1791, on passe à l'Assemblée législative, et Robespierre
ça révèle un petit peu le personnage. Robespierre ne peut pas être réélu parce que lui-même, il avait défendu la possibilité pour les députés de leur non-rééligibilité. Ça concernait ses adversaires, ça s'adressait à ses adversaires, notamment Barnave et Lameth, mais ce principe, cette vertu s'appliquait aussi à lui, et donc Robespierre n'a pas été réélu en 1791. Merci Gauthier pour cet éclairage historique, technique et de présentation d'ordre général. Alors disons-le clairement, Jean-Clément Martin, dans son livre, a une approche biographique classique, donc c'est un parcours linéaire. Dans les 100 premières pages, Clément évoque précisément le jeune homme que fut Maximilien, circonscrit fort bien dans son milieu de bourgeoisie et d'office par son père, et du côté paternel, signale sa position de rejeton d'une dynastie de producteurs urbains. Donc il rappelle également ses réussites scolaires, donc c'était pas un génie, c'était plutôt un très bon élève, plus préoccupé par l'étude que par le jeu, et son insertion est relativement aisée dans le milieu arageois. Mais même enfant, on note déjà que la situation sociale des petites gens l'intéresse et l'intrigue et lui pose question. Donc en fait, quand on prend son cadre familial, rien ne distingue Maximilien de beaucoup d'autres qui seront appelés à tenir les premiers rôles dans la révolution, de la révolution qui vient. Alors ce qui est intéressant également, c'est que l'auteur s'interroge sur ce qui caractérise le jeune Robespierre, et très souvent, beaucoup de biographes ont estimé que la perte de son père avait été un drame familial qui avait marqué Robespierre. Et Clément, en fait, à force d'études et de comparaisons avec d'autres personnages de l'époque, il démontre que beaucoup de contemporains de Robespierre ont également eu une enfance, disons-le clairement, difficile, parce que orphelin de père ou orphelin de mère. De ce point de vue, Robespierre est moins à plaindre que Bonaparte, par exemple, autre grande figure de la Révolution, comme l'a dit Gauthier. Bonaparte, lui, a été orphelin de père de bonne heure, et puis surtout transplanté, qui plus est, dans un pays lointain et étranger. Donc, concrètement, la vie du jeune Robespierre n'est pas si malheureuse, en témoignent ses études et en témoigne également cet entourage familial, notamment sa sœur et son frère, dont on reparlera, qui vont toujours l'aider et le soutenir. Donc Robespierre, concrètement, a eu une vie plutôt assez commune pour quelqu'un de cette époque-là. Oui, même si quand même le contexte familial a dû le marquer psychologiquement et influencer son caractère et donc peut-être sa vision du monde. Parce que tout de même, sa mère meurt quand il a 8 ans et son père n'est pas très attentif vis-à-vis de ses devoirs de père précisément, puisqu'il l'abandonne plus ou moins, il part en Allemagne. Même si son père, qui est avocat, continue à plaider encore une quinzaine d'affaires au Conseil d'Artois en 1772, mais il s'éloigne de plus en plus, on le retrouve ensuite à Cologne, et il meurt vraisemblablement à Munich en 1777, en tout cas, c'est ce qu'en dit Henri Guillemin. De toute façon, à l'époque, le père de Robespierre est très loin de son esprit, puisque Robespierre est occupé à sa formation juridique. Il faut aussi signaler que, c'était assez courant à l'époque, mais Robespierre va perdre sa sœur, Henriette, il va la perdre lorsqu'il est adolescent. Ça va sans doute contribuer à endurcir son caractère et à le conduire à relativiser certaines choses de la vie, aussi peut-être accentuer son engagement naturel vis-à-vis des plus faibles. Il faut aussi signaler que Robespierre, c'est un enfant hors mariage, puisque étant né en mai 1758, le 6 mai 1758, pour autant ses parents ne se sont mariés qu'en janvier, donc 4 mois auparavant. C'était bien sûr mal considéré à l'époque d'être un enfant hors mariage, maintenant ça existait pour autant, c'était quelque chose qui n'était pas rare pour autant. Alors ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est qu'à l'époque, beaucoup l'ont brocardé dans les premiers temps de sa carrière d'avocat comme issu d'un mariage du péché. Donc il y a quand même eu un poids sur cette naissance 5 mois après ou 4 mois après une union devant Dieu à l'église. C'était mal vu, mais bon, ça existait. En tout cas, Robespierre, de cette enfance difficile, douloureuse, tire sans doute des armes, une certaine résolution, une certaine fermeté d'esprit, et il s'engage
dans une douzaine d'années de formation au prestigieux collège Louis-le-Grand à Paris. Avant ça, en fait, il obtient une première bourse, 450 livres qui lui sont accordés par l'abbaye de Saint-Vaast, c'est l'actuelle commune de Saint-Vaast en Cambrésie, près de Cambrai. Cette bourse lui permet donc d'arriver à Paris, et ces 12 années d'études qu'il passe le font à la fois sortir du dénuement et lui permettent des rencontres fructueuses, des rencontres qui seront importantes pour l'avenir, puisqu'il rencontre notamment Louis-Marie Fréron, mais aussi et surtout Camille Desmoulins. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans le téléfilm assez connu, La Révolution française. Vous savez, ce film de 1989, c'était à l'époque du bicentenaire, naturellement, il y avait toute une production cinématographique notamment. Et on voit dans la scène d'introduction un jeune homme qui fait un compliment au roi Louis XVI, en fait, on ne voit pas le roi, on voit juste la main du roi qui dépasse du carrosse. On voit un jeune homme qui fait un compliment sous une pluie averse. À genoux. À genoux, oui, c'est à genoux. Sous une pluie averse, le cheval rue, je crois, et il asperge le jeune homme debout. En fait, ce jeune homme, c'est Robespierre. On le comprend lorsque un de ses camarades l'appelle, le camarade en question bégaye, et on entend un surveillant qui crie « Desmoulins, Robespierre, taisez-vous ». Et en fait, on comprend que c'est le petit, c'est Robespierre, et que l'autre petit qui bégaye, eh bien, c'est Camille Desmoulins. C'est une anecdote vraie, C'est une anecdote vraie. Il y a vraiment eu un compliment au roi Louis XVI, on ne sait pas précisément en quelle année, en 1773 ou 1779. Il n'y a pas de consensus historique sur la date, mais c'est véritablement vrai, si je puis dire. Et si Robespierre a fait le compliment royal, c'est qu'il était considéré comme l'un des meilleurs élèves, sans être un génie, mais l'un des meilleurs élèves de Louis le Grand. Il sera aussi boursier de Louis le Grand, en plus. Oui, il sera boursier parce que il a beaucoup de prix en grec, en latin, divers accessites. Il est très bon en version notamment, et donc périodiquement il a des prix. Il a des bourses, si bien que quand il est reçu bachelier en droit de la faculté de Paris en 1780, qu'il obtient par ailleurs sa licence l'année suivante, eh bien ses bonnes notes lui attribuent une récompense de 600 livres, et la bourse qu'il avait jusque-là à Louis le Grand, eh bien elle est attribuée à son frère Augustin Robespierre, qui lui aussi aura un rôle politique, un peu plus mineur, mais un rôle politique quand même. Augustin Robespierre qui sera quand même le découvreur, si je puis dire, d'un général qui rentrera dans l'histoire comme Napoléon Bonaparte. Bien sûr, mais alors il aura le même destin que son frère, mais il est quand même moins connu parce que c'est le grand Robespierre qui mange le petit finalement. Robespierre le jeune, on disait, pour le petit. Alors, par rapport à Robespierre, ce qu'on peut également dire, c'est qu'il n'a pas le goût de l'aventure, comme par exemple Brissot, qui va de Genève ou aux États-Unis, en passant par la Hollande ou l'Angleterre. Il n'écrit pas non plus, tel Sieyès ou Condorcet ou Pétion, des pamphlets à l'endroit de la royauté ou de la monarchie ou du roi. Très vite, même s'il commence à s'intéresser aux activités politiques, il est plutôt Gautier, disons-le clairement, légaliste. Donc au début, lorsqu'il commence à réfléchir à la politique, oui, il a des idées plutôt égalitaires, on dirait des idées de gauche, mais il n'est pas encore dans cette option, dans cette volonté de remettre en cause le système. Une des idées majeures de Robespierre qu'il a acquise très tôt est la suivante. Il a la conviction que tous doivent être représentés, qu'ils soient ou non membres d'une corporation. Donc le petit avocat de province ne présente aucune particularité qui pourrait expliquer sa renommée future, si ce n'est un cadre familial, bien évidemment, un peu compliqué, mais somme toute classique, mais surtout un réseau de famille, un réseau familial qui va l'aider, et également, déjà on le note, quelqu'un qui est gros travailleur, qui lit beaucoup, qui écrit, qui a des bourses, mais encore une fois, il ne se signale pas par un livre ou par des brochures ou des brûlots anti-royalistes bien avant la Révolution. Il va avoir en fait dans sa carrière d'avocat une affaire qui va le faire connaître dans la région et également par extension à la France, voire même dans l'Europe. C'est une affaire assez cocasse, si je puis dire. C'est l'affaire Gautier du paratonnerre. Oui, alors on la trouve cocasse parce que maintenant, qu'est-ce que c'est un paratonnerre sinon un objet assez ordinaire et même un petit peu qu'on pourrait juger un peu ancien. À l'époque, un paratonnerre,
C'est une révolution, pour le coup, c'est un objet qui est donc de découverte et de confection assez récente, c'est un objet du XVIIIe siècle. C'est un objet dont on connaît mal encore les propriétés et dont un certain nombre d'esprits sceptiques vis-à-vis des progrès de la science jugent que c'est peut-être quelque chose qu'il ne faut pas faire et qu'il faut peut-être laisser tomber la foudre là où elle doit tomber, et qu'un paratonnerre, c'est peut-être un peu à une toute petite échelle, l'homme qui se prend pour Dieu. Et il y a donc cette affaire en mai 1783 du paratonnerre, le paratonnerre de Vissery. Cette affaire distingue Robespierre parmi ses pairs, sur fond donc de scepticisme face aux progrès de la science. Il effectue alors un plaidoyer célèbre auquel succèdent d'autres grandes interventions, notamment l'affaire Deuteuf face aux bénédictins d'Anchin, et d'autres défenses qu'il publie par la suite sous forme de mémoires judiciaires. En fait, la publication de ces mémoires fait connaître Robespierre dans ces années pré-révolutionnaires. On est à peu près 5-6 ans avant la Révolution et 5 ans avant les premiers textes de Robespierre, les premiers textes politiques de Robespierre, qui sont assez tardifs, qui datent de janvier 1789, à la veille des États généraux. Donc ne croyons pas que Robespierre est un fanatique dans ces années-là, ne croyons pas que c'est un républicain, ça n'a aucun sens, puisqu'il est au contraire pour, bien sûr, des novations qu'il faudrait apporter à la monarchie, mais il n'est pas du tout dans une radicalité qu'on lui connaîtra ensuite au comité de salut public. Croire cela dans les années 1780, ce serait historique. Pour l'instant, concernant les suites du paratonnerre de Vissery et de l'affaire Deuteuf et la publication de ses mémoires judiciaires, cette éloquence le conduit, par exemple, à être accueilli au sein de l'Académie royale des belles-lettres d'Arras. Ça, c'est le 15 novembre 1783. Il est parrainé, c'est intéressant, notamment par 2 hommes. Alors l'un, c'est assez logique, c'est Antoine-Joseph Buissart. Pourquoi le parraine-t-il ? Parce que il est son ancien collaborateur dans l'affaire du paratonnerre, et l'autre parrain, c'est assez intéressant pour l'avenir, c'est Gracchus Babeuf. Gracchus Babeuf, c'est la figure de la conjuration des égaux, c'est naturellement l'animateur d'un mouvement qui s'appelle le babouvisme, qui est une sorte de pré-communisme. C'était une figure picarde, Babeuf, il va mourir en 1796, un peu plus tard que ceux qui tomberont sous les coups de Thermidor et a fortiori des Girondins. Voilà, donc Babeuf, comme ça, a eu partie liée quelque temps avec Robespierre. C'était avant que Babeuf ne critique Robespierre et ne l'accuse, s'agissant des guerres de Vendée, de populicide. On ne disait pas génocide à cette époque, Franck. Bien évidemment, donc on peut également noter qu'en 1787, donc toujours 2 ans avant les débuts de la Révolution, la convocation des États généraux, qui a lieu le 5 mai, comme chacun sait. En 1787, il intègre à Arras donc les Rosati, donc c'est un petit cénacle poétique fondé donc le 12 juin 1778 par un groupe d'officiers et d'avocats qui l'accueillent dans les rangs. Et donc Louis-Joseph Leguet, son collègue au barreau et à l'Académie, donc prononce son discours de réception. Et donc on sait que dans cette société, donc on chante des couplets et on compose des vers, et on apprend justement que Robespierre, en réception, au discours de réception d'un nouveau membre, il déclame, je cite, un éloge à la rose. Autre point important, durant toutes ces années, on lui connaît aucune fréquentation, si je puis dire, pardonnez-moi l'expression, féminine. Maximilien Robespierre reste célibataire. Alors certes, il a eu apparemment une ébauche d'idylle avec une certaine mademoiselle Deshayes, amie de sa sœur. Il y aurait également une jeune Anglaise inconnue, mais on ne lui prête pas de relation officielle. Et même pire, ce dont l'accusera plus tard Danton, de ne pas avoir connu de relations charnelles. Alors il faut savoir qu'on est en plein XVIIIe siècle, et Robespierre est imprégné des idées idéalistes de Rousseau. Il dira que Rousseau est la personne qui a le mieux écrit sur l'homme, étant donné que Rousseau était l'exemple même de l'homme. Donc il participe à la vie politique dans sa province à la veille de la Révolution, et en janvier 1789, son premier grand livre est connu, c'est un mémoire, plus exactement, un mémoire Gautier à la nation artésienne sur la nécessité de réformer les États d'Artois. Il sera réédité en version augmentée en mars-avril. Et puis, quelques mois plus tard, donc en avril, il écrit une autre brochure, cette fois-ci elle est beaucoup plus vive, qui s'intitule « C'est déjà un programme ».
en soi les ennemis de la patrie. Oui, ça c'est au printemps 1789. C'est alors que se préparent les États généraux pour la première fois depuis quasiment 2 siècles. Donc naturellement, ça suscite une certaine effervescence politique et éditoriale. Juste pour revenir quelques instants sur la vie sentimentale de Robespierre, moi j'en ai 2 conclusions. J'ai cru comprendre, et c'est toujours l'image que j'en ai eue, d'ailleurs ce livre n'a pas vraiment démenti l'image que j'en avais, que c'est un ascète, y compris sur le plan sentimental, et pour parler crûment, sur le plan du sexe. Robespierre, je n'ai pas tellement l'impression, ou alors il ne l'a pas signifié dans son journal, qu'il était intéressé par la chair. Et puis tout de même, on sait pour autant qu'il a eu une brève relation lorsqu'il était député à la Constituante en 1790, avec une jeune femme d'environ 26 ans, on ne sait pas grand-chose de cette femme-là, donc elle avait quelques années de moins que lui. La seule chose que l'on sait, c'est que cette jeune femme était d'un milieu modeste, c'était une femme d'un milieu populaire. Ça montre aussi qu'il avait une certaine compréhension de la question sociale et que il pouvait tout à fait fréquenter, même si ça n'était pas sérieuse, quelqu'un qui n'était pas une prostituée, qui était simplement une femme simple, une femme ordinaire. Un comportement qu'on n'aurait pas forcément retrouvé chez les parlementaires de l'époque, chez le personnel de l'époque, même le personnel du tiers-État, puisque Robespierre était élu du tiers-État. Pour revenir à ses premières publications, donc entre janvier et avril 1789, ces fameux 2 opuscules, À la nation artésienne et puis Les ennemis de la patrie, ça contribue à faire connaître l'éloquence de Robespierre, ses facilités de plume qui seront ensuite des facilités oratoires à l'Assemblée constituante à partir de l'été 1789. Et avant cela, poussé donc par des amis et poussé par sa famille, Robespierre se porte candidat à la représentation du tiers-État aux États généraux. Il est soutenu par une corporation qui est celle des savetiers mineurs. En fait, c'est un échange de bons procédés, puisque cette corporation est très très pauvre, mais elle est aussi majoritaire, et cette corporation lui confie la rédaction d'un cahier de doléances. On est en mars 1789, Robespierre rédige ce cahier, ça lui donne une grande popularité, une très bonne image parmi les franges inférieures du peuple. Il est choisi pour représenter l'Assemblée des non-corporés d'Arras, c'est-à-dire ceux qui ne sont inclus dans aucune corporation, et puis ensuite les électeurs du tiers-État de la commune. Robespierre est définitivement élu le 26 avril par l'Assemblée électorale d'Artois. C'est pas très facile, il figure de justesse parmi les 8 députés locaux du tiers, mais en tout cas, Franck, c'est le début de 5 années d'une ascension politique continue, qui est aussi une ascension sociale, puisque Robespierre va s'élever socialement comme il n'aurait jamais pu espérer. Alors justement, c'est intéressant ce que tu dis, parce que cette renommée, il va l'acquérir avec la Constituante. Mais il va l'acquérir à la fois par un certain sens politique, mais surtout par le maintien de principes aussi bien politiques que sociaux ou économiques. Il s'exprime en réalité très peu, ni sur les émeutes de 89, ni sur les difficultés du ravitaillement. Les questions institutionnelles, en réalité, le passionnent, que ce soit sur le veto du roi, la loi martiale ou le droit de vote. Mais il n'est pas l'homme taciturne de la légende, contrairement à ce qu'on raconte. Très rapidement, Robespierre cultive des relations avec les plus grands patriotes de l'époque, à savoir par exemple la famille Roland. Il fait également partie du club des Jacobins, à savoir les amis de la Constitution. Mais il est très loin déjà de l'engagement véhément d'un Danton ou d'un Marat. On est plutôt dans une optique plutôt discrète. Donc concrètement, Robespierre, lui, poursuit son apprentissage de débuté de la nation et il se cherche un style. Robespierre ne se lance pas dans des propositions radicales, il reste encore et toujours légaliste. Mais il n'est pas encore républicain, pas plus qu'il le sera en 1791, quand s'amorce un courant en faveur de la République suite à la fuite de Varennes. Entre-temps, disons-le, il s'est exprimé en faveur du peuple, du bas peuple. Il a critiqué le marque d'argent qui excluait une grande partie des Français des élections. Donc déjà, à l'époque, il est contre le suffrage censitaire. C'est quelque chose qui aujourd'hui nous paraît, pour beaucoup de personnes en tout cas, paraît logique. Mais à l'époque, c'est quelque chose de très novateur de défendre l'idée que même ceux qui ne payent pas l'impôt puissent voter. Il a également parlé en faveur de la liberté de la presse et également de celle de l'opinion. Ouais, alors c'est intéressant ce que tu disais en termes d'anecdotes sur le style un petit peu, je
sais pas si on peut dire technique, mais moins lyrique, moins enflammé qu'un Danton, le style oratoire, parce que tout de même, ceux qui ensuite se revendiquent politiquement de Robespierre, y compris à la Chambre, des hommes comme Léon Gambetta, comme Jean Jaurès, comme Georges Clemenceau, et de manière beaucoup plus actuelle, un homme comme Jean-Luc Mélenchon, se revendiquent de Robespierre, n'ont pas du tout le même style oratoire, pour peu qu'on puisse en juger, puisque naturellement il n'y a pas d'archives sonores de Robespierre, évidemment ça n'existe pas, mais il y a naturellement les comptes rendus de l'Assemblée constituante et du Comité de salut public, où on voit bien quelles sont notamment les réactions sur les divers bancs, vous savez ce qu'on appelle mouvement divers, etc., lorsque Robespierre déclame. Eh bien les gens qui se revendiquent de lui, au XIXe siècle et jusqu'à maintenant, sont des gens qui ont un style tout à fait différent et qui donc peut-être fantasment à Robespierre qui n'existe pas tout à fait. Robespierre est quelqu'un qui sait bien écrire, qui sait bien parler, mais qui a un style oratoire à la fois élégant et assez convenu, pas d'enflammation lyrique a priori, mais des grands discours, souvent des discours fondateurs, puisqu'il y a des discours très connus à partir de sa première intervention le 18 mai 1789, le discours notamment contre la loi martiale le 21 octobre, contre le marc d'argent, tu l'as dit Franck, le marc d'argent donc relatif au suffrage censitaire, ça c'est le 25 janvier 1790, et puis par la suite d'autres discours très forts, pour le droit notamment des Avignonnais à se soustraire à l'autorité pontificale, parce qu'à l'époque Avignon était sous l'autorité de Pie VI, Avignon ce n'était pas en France. Robespierre fait un discours le 18 novembre 1790 et à peu près un an après, Avignon est annexé par la France. Il faut signaler également d'autres discours comme celui pour la non-rééligibilité des députés, le 16 mai 1791. Eh bien, ça le concerne directement puisque Robespierre ne sera pas rééligible lorsque la session sera expirée en octobre 1791. Il pourra prendre comme ça quelques congés, se rendre à Arras et en Flandre, et il y testera d'ailleurs sa popularité naissante. Un autre grand discours, c'est aussi un des premiers discours pour l'abolition de la peine de mort. Franck, on est le 30 mai 1791. Oui, 30 mai 1791. Chose paradoxale, c'est que Robespierre s'est prononcé contre la peine de mort, mais il n'hésitera pas plus tard à voter la mort du roi. Donc c'est peut-être un des premiers paradoxes. Donc comme on l'a dit, c'est le symbole de la guillotine surtout. Oui. Comme on l'a dit, c'est au cours de la Constituante qu'il fait sa renommée. Et à l'époque, il y avait trois députés très populaires qui sont Buteau, Piéton et Robespierre. On raconte qu'une fois, ils ont été acclamés par la foule et qu'ils ont même été couronnés de chaînes. Sûrement une référence à la Rome ou à la Grèce antique. Mais ce succès, en réalité, est sans conséquence directe. Jean-Claude Martin explique que très souvent, Robespierre n'a pas pu imposer ses vues. Par exemple, c'est Pétion qui est élu maire de Paris, et non Robespierre. Lorsque Robespierre essaie de s'imposer au club des Jacobins, il doit affronter des nouveaux rivaux, qui sont les futurs Girondins, les Brissotins plus exactement, parce que Brissot venait de Gironde, et les Brissotins, comme chacun sait, vont exercer une grande influence tant à l'Assemblée législative qu'aux Jacobins, notamment sur la question de la guerre. Donc la question de la guerre va amener en fait une rupture irréversible, une réconciliation impossible entre les Girondins et celui qu'on va appeler alors l'incorruptible, d'autant plus que le sujet de la guerre n'est pas le seul sujet de discorde. Donc autre point où Martin avance, c'est que Robespierre a aussi connu des défaites politiques. Il n'est pas élu maire de Paris, mais surtout la guerre est déclarée en avril 1792. Le fait que la guerre ait été déclarée en 1792 montre bien que Robespierre n'a pas su imposer ses convictions et que ce sont ses rivaux qui l'ont emporté. Tout le monde ou presque connaît ce fameux discours « Le peuple n'aime pas les missions armées » et il disait aussi qu'on n'emporte pas la liberté à coups de fusil et à coups de canon. Robespierre se prononce contre la guerre, Gautier, pour une raison très simple. Et on peut dire qu'il avait raison, surtout que nous connaissons la suite de l'histoire, c'est qu'il avait dit que la guerre, au-delà du fait de son caractère illégitime, au-delà du fait que la liberté ne s'exporte pas à coups de canon, ça a peut-être également des résonances dans notre actualité politique, c'est surtout que Robespierre disait une chose, il craignait que les victoires militaires ne donnent finalement un César. Il avait peur que les victoires militaires
transforme en fait la constituante, ou plus exactement à terme le gouvernement de la France, en une dictature militaire, ce en quoi il aura techniquement raison. Mais restons-en là pour l'instant. Donc la guerre est déclarée, et donc Robespierre n'a pas pu imposer ses convictions, ou également il n'a pas su. Oui, alors c'est intéressant la prescience de Robespierre, effectivement, comme tu le dis, en fait, tu parles en filigrane de Napoléon Bonaparte, hein, puisqu'il y aura effectivement ce César qui sera couronné en quelque sorte en 1799, après avoir menti d'une certaine manière, hein, nous disons ça sans juger, mais il devait tout de même y avoir une sorte de triumvirat lorsqu'il y a eu le coup d'État de Brumaire, et puis c'était finalement Bonaparte seul, puis empereur. Finalement, Robespierre était tout d'abord pour la guerre, puis contre la guerre quelques semaines plus tard, parce qu'il a effectivement compris que soit il y aurait un César, soit il y aurait peut-être un renforcement du pouvoir royal, et puis de toute manière, l'armée française, jugeait-il, n'était pas au niveau sur un plan technique, et ça ne pouvait que faire le jeu des princes allemands. Puis la troisième chose qu'il craignait également, on n'en parle pas assez, c'est que Robespierre est un légaliste, un Rousseau épris de droit romain. Ça me rappelle Brutus lorsqu'il veut tuer César, il s'imagine toujours respecter le cadre légal romain, mais Robespierre avait également dit que la défaite militaire aurait également pu entraîner l'anarchie. Donc en fait, Robespierre, contrairement à ce qu'on dit, il a plutôt une position, on va pas dire de modéré, mais médiane. Il veut pas de renforcement de pouvoir royal, il ne veut pas non plus que le pays sombre dans la dictature militaire, mais surtout, en tant que légaliste, il abhorre la canaille, il abhorre la foule, et surtout, il craint plus que tout l'anarchie politique qui découlerait de défaites militaires. Il y a tout un biais chez Robespierre, c'est qu'il croit toujours que la menace est avant tout intérieure. Hein. La menace, elle sera selon lui en Vendée, elle peut être selon lui dans les visées de Piscis vis-à-vis d'Avignon, ce genre de choses. Pour lui, la menace n'est pas à Coblence, la menace n'est pas à Montmédy, ville vers laquelle Louis XVI voudra fuir avant d'être arrêté à Varennes. Pour lui, la menace n'est pas là. Il y a aussi un certain paradoxe, c'est que donc Robespierre en arrive à être convaincu de la nécessité de ne pas faire la guerre, alors qu'il passe pour une figure radicale, ce qu'il sera naturellement. Il ne s'agit pas de le nier à partir de l'année de la terreur, 1793-1794, alors qu'une figure comme Brissot, figure éminente de la Gironde, lui veut la guerre, il veut la guerre contre les princes allemands, alors que les Girondins passent pour des gens, somme toute, assez modérés. Pour revenir un petit peu en arrière sur un des nombreux avatars politiques de Robespierre, et une preuve que son ascension gênait un petit peu politiquement, qu'on lui a mis des chausses-trapes pour qu'il ne réussisse pas aussi bien qu'il aurait pu réussir, c'est l'épisode de la présidence ratée de l'Assemblée, puisque il devait être élu président Robespierre, et puis les modérés, la majorité modérée, lui oppose un obscur député qui s'appelle Dauchy, qui l'empêche d'accéder à la présidence de l'Assemblée en juin 1791. Ça contribue à le rapprocher de plus en plus des Jacobins, qui viennent de le proposer comme candidat le 3 juin 1791. Ça aussi, ça l'éloigne aussi de figures comme Mirabeau, hein, qu'il juge immoral. Une rupture est d'ailleurs intervenue quelques mois auparavant, le 6 décembre 1790, une rupture entre Robespierre et Mirabeau. Et dans le même temps, Robespierre se distancie de plus en plus de la Gironde. Il l'explique dans son journal notamment, qui s'appelle Le Défenseur de la Constitution. On revient au côté légaliste dont tu parlais, Franck. Parfois, Robespierre est aussi capable de refuser la parole à ses adversaires. Là, on voit bien les aspects assez radicaux du personnage. C'est notamment attesté vis-à-vis de Lameth, hein, puisque Robespierre lui avait refusé la parole sur la question de l'égalité des Blancs et des Métis dans les colonies. Naturellement, Robespierre était pour, et cette scène, Franck, c'était le 13 mai 1791. Oui, c'est intéressant que tu parles de la rupture entre Mirabeau et Robespierre, parce que Robespierre verra toujours Mirabeau comme un jouisseur, justement lui qui fréquentait beaucoup les femmes. Il l'accusera à demi-mot publiquement, mais en privé ne s'en cachera pas pour dire que Mirabeau était un prévaricateur, qu'il était également corruptible, sans quoi la suite donnera raison lorsqu'on trouvera la fameuse armoire de fer. Mais une phrase qui est intéressante, que tout le monde connaît, qui est à double sens, c'est lorsque Mirabeau parle de Robespierre à ses collègues de la Chambre, Mirabeau dit au sujet de Robespierre, Gauthier, il dit « Faites attention, cet homme est dangereux, il croit ce qu'il dit ».
Alors là, cette phrase, elle va prendre dans deux sens. C'est-à-dire, est-ce qu'il est dangereux parce qu'il est honnête dans ses convictions, ou est-ce qu'il est dangereux parce que ses convictions sont folles et qu'il y croit vraiment? En tout cas, la rupture, elle est consommée. En fait, l'approche de Martin, elle nous permet en fait de comprendre que Robespierre, il est plutôt enclin à prendre une position d'arbitre plutôt que d'avoir des positions forcément brutales. Alors bien évidemment, Robespierre est un homme de conviction, il est obstiné dans ses opinions, mais à cette époque, 91-92, c'est encore lui qui fait le lien entre les patriotes. Paradoxalement, c'est l'intolérance girondine, notamment sur la question du veto du roi et de la guerre, qui va le pousser vers la gauche, voire à l'extrême gauche. Mais fondamentalement, Robespierre, contrairement à une légende noire, si je puis dire, ne rejoindra jamais vraiment un marat. Robespierre, il faut le savoir, il répugne en vérité à l'extrémisme, aux idées, aux idées, disons-le, extrêmes. Robespierre, en fait, il est là tout au long de son mandat, disons, tout au long de sa action politique. Il veut défendre le peuple et il appelle souvent la Convention à se montrer, je cite, terrible envers les ennemis. Mais d'une manière générale, Robespierre n'est pas un homme qui se montre en dehors des comités. Il est plutôt discret, il ne reçoit pas à table comme Danton 15 à 20 ou 40 couverts. C'est pas un mondain, quoi. Ce n'est pas du tout un mondain. Donc il faut aussi également savoir qu'il va y avoir une lutte terrible entre les Jacobins, entre eux, plus exactement entre les Montagnards et les Girondins. Alors les Montagnards vont remporter le combat, à la fois par sensibilité tactique, mais à la fois également par la capacité qu'ils vont avoir à mobiliser les réseaux. Parce que même si Robespierre n'est pas un mondain, il a réussi à se tisser dans l'ombre, en fait, un réseau, une clientèle. Il est vraiment adulé, Robespierre, par le bas peuple. Hein. Il n'y a aucun mépris de notre part en disant cela. Il est vraiment adulé par le bas peuple, par la classe ouvrière, et les Parisiennes de conditions modestes l'adulent vraiment comme un héros. Certains adversaires de Robespierre diront que Robespierre est adulé comme un héros antique. Donc ce qui est intéressant, c'est que Robespierre, il est contre la guerre, d'où la rupture avec les Girondins, et à plusieurs reprises, on le voit, il protège des gens de la mort, il protège Camille Desmoulins. C'est également lui qui protège 70 sympathisants girondins que Hébert aurait voulu voir juger et donc mourir plus vite. Alors par contre, contrairement à ce que tout le monde en dit, et Jean-Clément Martin insiste là-dessus, ce n'est pas lui qui crée le tribunal révolutionnaire ou qui met la terreur à l'ordre du jour, pas plus qu'il n'invente le culte de l'être suprême. Tout ceci existera avant lui. Il me semble que c'est Saint-Just qui crée le tribunal révolutionnaire. Saint-Just qui était une figure sans doute plus exaltée encore, notamment parce qu'il était plus jeune, alors ça a sans doute joué sur sa psychologie. Rappelons que Saint-Just est mort alors qu'il avait 26 ou 27 ans. C'était une des plus jeunes figures de la Révolution française. L'archange de la terreur. L'archange de la terreur, oui, bien sûr. Et bien, pour revenir d'ailleurs à la terreur, c'est une excellente transition. Robespierre est avant tout connu pour cette période un peu charnière de la Révolution, entre la Révolution bourgeoise de 1789 et puis la fin de la Révolution, qui est en fait la fin du Directoire en 1799, parce qu'avant il y a eu entre ces deux étapes, il y a eu 4 années du Directoire entre 1795 et 1799, où les directeurs ont redécouvert les vertus à la fois de l'Antiquité gréco-romaine et les vertus d'une certaine esthétique de la monarchie, notamment par le panache de leurs uniformes, des uniformes très chamarrés, aux couleurs pour la première fois de la France, le bleu, le blanc et le rouge. Bref, la terreur, c'est une période charnière dans l'histoire de la Révolution, entre 1793 et 1794. C'est à la fois l'ascension de Robespierre et puis le début de la fin, le début de la chute. Entre ces deux extrêmes, il y a naturellement la mise à mort politique et physique des Girondins, c'est entre le 31 mai et le 2 juin 1793, et puis début 1794, je crois que c'est en mars de mémoire, il y aura la mise à mort de ceux qui deviendront les opposants de Robespierre, notamment Danton, qui est l'autre... Les indulgents, oui. Danton, qui est l'autre grande figure de la Révolution, un petit peu connue du grand public, on va dire.
Alors, ce qui est intéressant, il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes, hein, comme vous l'entendez dans mes propos, c'est que Jean-Clément Martin insiste sur un point, c'est que le piège de la Révolution, Gauthier, est le suivant. Ne pas être reconnu, c'est être balayé. Être trop connu, c'est également être balayé. Et en fait, une fois que Hébert et Danton sont guillotinés, la voie peut ou pouvait plus exactement paraître libre pour que Robespierre domine pleinement les débats. Et en fait, il va commencer à tester son autorité. Il va par exemple interdire à la Convention de remettre en cause la décision du Comité de salut public relative à Danton et à son jugement qui voulait dire concrètement accusation. On peut également émettre des doutes en fait sur cette capacité à Robespierre à sentir l'événement et Jean-Clément Martin, dans son ouvrage, parle très souvent de Robespierre. Alors c'est quelque chose qui m'a un petit peu dérangé, dans le sens que c'est pas l'image que j'avais de Robespierre avec les 3 biographies que j'avais lues. Gauthier, je ne sais pas ce que tu en penses. Il fait un peu de Robespierre, il a une phrase, il a une expression qui est assez étonnante. Il parle de lui comme d'un meneur indécis. C'est-à-dire qu'il explique très souvent qu'il y a des événements et que Robespierre, en fait, suit l'événement, mais que fondamentalement, jamais il a la tête de l'événement. Bon, ça, je pense que c'est tout à fait possible historiquement, parce que naturellement, il y a une accélération de l'histoire entre 1789 et 1794. Je crois d'ailleurs que Jean-Clément Martin, dans les premières dizaines de pages, parle de 1789 comme d'une accélération sidérante de l'histoire de France. Alors naturellement, des gens comme Robespierre, parfois, Franck, je suppose, suivent l'histoire de France plutôt qu'ils ne la théorisent. Bien sûr, bien sûr. Alors, Robespierre n'a plus d'ennemis, ni à gauche, ni à droite, hein. Pour faire simple, les Girondins et les contre-révolutionnaires ne représentent plus grand-chose. Les indulgents et la branche fanatique avec Hébert, on les appelait les enragés, n'est plus là. Et en fait, entre-temps, le bruit court que la République va être gouvernée par le seul Robespierre. On parle de lui comme un chef des armées, on parle également du fait qu'il pourrait éventuellement se marier avec la sœur du roi Louis XVI et prendre le dauphin en étant son tuteur. Et le bruit est même diffusé par la presse britannique, et un député français, futur adversaire de Robespierre, s'en fait le rapporteur à la tribune. Et en fait, c'est là le piège de la popularité de la Révolution. Sans popularité, aucun pouvoir. Trop de popularité, le doute, le soupçon, le jugement et la mort. Et l'autre piège où va tomber Robespierre, c'est celui qui consiste à se mêler de tout et finalement à se défier de tous. Le voilà qui prend la direction du bureau général de la police, il nomme des proches à lui aux postes officiels, il préside la fête de l'être suprême et surtout, il impose impérieusement la loi du 22 prairial qui terrifie les députés. Et c'est là où justement les intrigants vont se sentir menacés, parce que Robespierre, dans ses différents discours, il va parler d'ennemis à frapper, il va parler de conspirateurs, il va parler de complots. Par contre, et là tous les historiens sont unanimes là-dessus, c'est que Robespierre ne nomme pas les gens. Or, en ne nommant pas les gens, il jette un peu le doute, et finalement toutes les personnes qui sont présentes à l'Assemblée ou qui ont un pouvoir politique ou journalistique vont se sentir en fait visées par ces attaques, alors que Robespierre nomme en réalité personne. Ouais, c'est un peu l'archétype en politique, Robespierre, de celui qui en dit trop ou n'en dit pas assez, et donc dans une position particulièrement malaisante, puisque si on en dit trop, eh bien, on peut encourir le risque d'être frontalement opposé à son adversaire ou à son ennemi. Si on n'en dit pas assez, ça peut être perçu comme de la diffamation, on n'est pas clair, on n'est pas lisible, ça peut prêter le flanc à toutes sortes de fantasmes. C'est ce qui a fait chuter Robespierre. C'est ce que l'on voit très bien dans ce téléfilm de 1989, où Robespierre, de toute façon c'est tiré de faits historiques, hein, Robespierre parle à la tribune je pense c'est l'Assemblée, et sa voix est couverte par des huées, et lorsqu'il accuse ceux qu'il juge être les ennemis de la France, la foule des parlementaires lui crie « Robespierre, donne-nous des noms, dis-nous les noms, de qui parles-tu, etc. » Il est submergé à la fois par les huées et par ses émotions, et ça facilite
sa mise aux arrêts, ça facilite son arrestation en fin juillet 1794, pardon. C'est vraiment le début de la fin. Avant ça, on n'en a pas parlé, on aurait peut-être dû en parler quelques minutes, il y a naturellement l'exécution du roi Louis XVI, événement capital dans l'histoire européenne, qui est largement commenté dans les chancelleries, qui est connu naturellement des populations en Angleterre, en Espagne, toute l'Europe en parle, toute l'Europe s'étonne de cette nouvelle. Le 21 janvier 1793, Louis XIII est donc guillotiné. Louis XVI, pardon, est donc guillotiné, symboliquement. Bien sûr, la monarchie reviendra au XIXe siècle avec différents avatars, mais symboliquement, les Français ont coupé la tête d'un régime qui, si l'on remonte jusqu'à Clovis, c'était pas tout à fait la France à l'époque, mais si même on remonte jusqu'à Hugues Capet, avec grosso modo 8 siècles d'âge, c'est un événement politique considérable, bien supérieur en intensité, à mon avis, par exemple, que ce qu'avait fait un siècle plus tôt Cromwell en Angleterre. Vous savez que Cromwell avait lui aussi décapité son roi, il y avait un petit épisode de dictature, un essai de république. Là, l'événement est bien supérieur, ça entraîne par ricochet la radicalisation de la Révolution, ça entraîne donc Robespierre, le comité de salut public, et ça entraîne aussi par contre-coup cet épisode un peu hybride qui est l'épisode napoléonien naturellement, à la fois la fin de la Révolution et sa consolidation dans autre chose qui deviendra le Premier Empire, avec cette France un peu hybride qui déborde de ses frontières naturelles, la France des 130 départements. Et nous voici entrés dans un 19e siècle qui est une séquence historique très différente pour le coup. Oui, alors il faut également rappeler, tu le disais très justement, que Robespierre, parfois en disait trop ou pas assez. Et lorsqu'il a vu, en fait, Robespierre, on va revenir un petit peu avant sa mort, mais au début du mois de juillet 1794, il se retire un peu de la vie publique. Alors on évoquait la maladie, on évoquait également le sens du sacrifice, c'est quelque chose qui revient souvent chez Robespierre. Il parle de sacrifice, d'immolation, même d'autel. Un espèce un peu de vocabulaire biblique qui tend un peu vers un espèce de mysticisme. Ouais, mysticisme, qui tend un peu également vers un certain jansénisme. Peut-être qu'un jour on fera une émission là-dessus. Donc il se retire de la vie publique, mais le mal est fait. Il s'est trop mis en avant. Ses ennemis en profitent pour lui attribuer les jugements et les exécutions arbitraires qui s'emballent depuis son départ. Et en fait, le légaliste qui est Robespierre est alors accusé d'être le responsable de ces abus, et il devient en fait le terroriste par excellence. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est sorti vaincu d'un affrontement politique sur fond de guerre civile et étrangère qu'il avait vu venir. Malgré tout, il n'a pas pu en maîtriser le cours, malgré son intelligence, et nonobstant son immense autorité publique. Et donc Robespierre devient pour les partisans du Faubourg Saint-Antoine, pour le peuple de Paris, pour tous ses ouvriers, il devient en fait une idole abattue que ses vainqueurs, issus pour la plupart du même cursus historico-politique, vont transformer délibérément en monstre. Dès le lendemain de son exécution, Barère à la tribune va parler « On a mis fin au règne du tyran ». Tallien, un mois plus tard, parlera également « Nous avons mis fin à un système de dictature ». Et en fait, Robespierre devient un espèce de bouc émissaire qui renvoie en fait à une certaine peur de la bourgeoisie. Et il est une espèce de première incarnation de la catégorie de totalitarisme inventée par Hannah Arendt. Et c'est sur cette idée que s'achève en fait l'ouvrage de Jean-Clément Martin. Donc ce qu'on peut également dire sur cette biographie, c'est qu'elle ne renouvelle pas le genre, dans le sens qu'elle n'apporte pas d'éléments biographiques inédits, dans le sens que, comme le dit Martin dans son introduction, les éléments sur Robespierre il y en a peu, ils ont tous été étudiés, décortiqués. Donc la vision en fait de Martin est la suivante, c'est que Robespierre n'est ni Dieu ni le diable, c'est simplement un homme englué dans les dilemmes de l'événement, qu'il n'a pas su maîtriser, qu'il a su maîtriser un temps avant de lâcher prise. La thèse du livre, c'est que Robespierre a été choisi comme bouc émissaire, et les thermidoriens, en fait, lui ont mis sur le dos l'entière responsabilité des drames révolutionnaires, ce qui ne veut pas dire qu'il était innocent, mais en tout cas, ce n'est pas le seul coupable.
Oui, c'est un processus politique assez classique. On peut penser, somme toute, que si les Girondins avaient gagné la partie en 1793, eh bien c'est l'un des leurs, peut-être Brissot, qui aurait été le bouc émissaire. Et aujourd'hui, on ne serait pas robespierriste, on serait brissotin, voilà. Et ce serait Brissot ou ses affidés qui seraient un petit peu le symbole d'un totalitarisme à la française, etc. C'est une partie des hasards de l'histoire, le contexte historique, notamment la guerre à l'extérieur des frontières, qui a fait que Robespierre, bien sûr, a fait des choix politiques extrêmement brutaux, qu'il les a fait dans l'urgence, qu'il s'est comporté notamment comme quelqu'un de sanguinaire, même si probablement il était mu par une certaine vertu, par une certaine ascèse, mais au final, l'histoire l'a dévoré, l'histoire de France qui s'écrivait à l'époque en lettres brûlantes, en lettres de fer et de sang et de feu, l'a totalement dévoré. C'est encore une fois, pour le répéter, une époque d'accélération de l'histoire. C'est l'époque de Valmy, le 20 septembre 1792. Cette première victoire française, oh, c'est une petite victoire, hein, c'est pas vraiment une grande armée française qui vaincrait une coalition étrangère, c'est une petite victoire, mais symboliquement, Valmy, c'est le lendemain, à la fois la fin de Louis XVI, la fin politique de Louis XVI, et puis la proclamation de la République. Quelle République? La première République française, qui durera donc quelques années, puisque elle est plus ou moins, Napoléon Bonaparte met plus ou moins un terme à cette République, et puis bien sûr il y a la proclamation de l'Empire, mais c'est une époque de grande accélération. C'est pas une époque linéaire non plus, puisque naturellement, après la mort de Robespierre, il y aura à la fois le Directoire qui est un peu un retour à une sorte de révolution bourgeoise, comme en 1789-1791, et puis il y a aussi les contre-coups des royalistes, hein, plus ou moins réussis en 1795-1797. Les royalistes aussi, en se présentant aux élections, obtiennent des voix, les républicains les empêchent d'être élus durant la seconde partie du Directoire. Bref, c'est pas... La révolution n'est pas un processus linéaire. Les républicains, même s'ils dominent, ne dominent jamais totalement. Il y a bien sûr des contre-coups politiques, il y a bien sûr des révoltes populaires, notamment la chouannerie, la Vendée militaire. C'est pas un processus linéaire, et ça n'est que en 1799 que Napoléon Bonaparte y met un terme pour aller vers autre chose, certes, mais il a fallu finalement le retour d'une sorte de figure monarchique, une figure pseudo-monarchique en la personne de Napoléon Bonaparte, pour remettre un peu d'ordre dans tout ça. Napoléon dira « La révolution est terminée aux principes qui l'ont fixée ». Il dira, pour célébrer le nom de la gauche et de la droite, ni bonnet rouge, ni talon rouge, je suis national. Alors Gauthier, il y a quelques questions qui viennent d'arriver. Donc il y a une question qui est pour toi. Sans anachronisme, est-ce qu'on peut dire qu'à la veille de sa mort, Robespierre était républicain? Oui, totalement, parce que la République est proclamée depuis à peu près 2 ans. On n'est pas du tout dans cette situation où, lorsque l'Assemblée constituante a été désignée à l'issue des États généraux, personne ou presque n'était républicain. En tout cas, personne à l'Assemblée. On était un peu républicain dans certains journaux confidentiel, groupusculaire, mais personne n'était républicain à l'époque. Tout le monde respectait la figure du roi, et puis il pouvait y avoir des révolutionnaires modérés, bourgeois, qui voulaient conforter la figure du roi, ce qu'on appelle les monarchiens, et puis il y avait ce souci d'aboutir, de converger à un modèle à l'anglaise, d'une monarchie constitutionnelle parlementaire. C'est ce qui d'ailleurs a été expérimenté brièvement entre 1791 et 1792. Personne n'est républicain en 1791, même en 1792. Le contexte exceptionnel de la victoire de Valmy facilite les idées républicaines, concrétise la République, hein, c'est le nouveau régime. Effectivement, Robespierre, pour le coup, en 1794, meurt en républicain. On peut même dire qu'il meurt
d'une certaine manière, en fanatique de la République. S'il n'est pas fanatique, comme on a pu le dire dans les années 1780, parce qu'il est assez modéré, qu'il est épris d'un certain idéalisme, celui des Lumières, en revanche, il a beaucoup mûri lorsqu'il a commencé à faire des discours et qu'il a jaugé sa propre force oratoire, il a mûri intellectuellement, il est devenu républicain, il est même devenu un petit peu radical, un petit peu fanatique, il faut bien le dire, ce qui fait que dans les décennies qui viendront, Robespierre pourra inspirer des figures aussi radicalement opposées que, par exemple, les communistes au XXe siècle, ou une figure comme Marcel Déat. Marcel Déat, c'est quelqu'un qui rejoindra la collaboration pour l'Allemagne nazie. Il s'inspirait pourtant de Robespierre, il disait que les soldats français qui s'engageaient dans la Wehrmacht étaient par exemple les volontaires de l'an 2. On voit à quoi peut conduire un modèle ou un contre-modèle comme Robespierre. Il y avait 3 groupes lors de la résistance qui s'étaient intitulés les bataillons de Robespierre, les robespierristes de tel maquis, donc la figure de Robespierre a marqué. Alors il y a également une question sur Napoléon, le rapport de Napoléon à Robespierre et à la Révolution. Alors ce qu'on peut dire, c'est que Napoléon avait des sympathies robespierristes, il a été remarqué par Augustin Robespierre. On va pas trop s'étendre là-dessus, peut-être qu'on fera un jour une émission là-dessus, mais ce qu'on peut dire, c'est que le cœur de Napoléon ne penchait pas du tout pour la Gironde, ni pour la contre-révolution. Il était plutôt un partisan des idées nouvelles. Napoléon aimait beaucoup Rousseau. Donc Napoléon devait avoir un certain respect pour Robespierre, même si par la suite il n'en a pas trop parlé. Mais au moment des événements, son cœur battait plus pour la montagne que pour les Girondins. Ce qu'on peut également dire, c'est que lorsque Robespierre sera exécuté, que les robespierristes seront également exécutés, Napoléon va connaître les geôles de la République, parce qu'il va être accusé d'être un général robespierriste. Donc là aussi, on voit bien que l'image de Robespierre, elle était marquée du sceau de l'infamie pour tous ceux qui pouvaient, de près ou de loin, se revendiquer de sa pensée. Ce qu'on peut également rajouter, Gauthier, dans ce rapport de Napoléon à la Révolution, c'est que sans la Révolution, il est fort probable que Napoléon serait resté un officier bon, mais qu'il n'aurait pas pu émerger comme il a émergé par la suite en devenant général de l'armée de l'intérieur, grâce à Barras lorsqu'il réprimande l'émeute royaliste à l'église Saint-Roch, église Saint-Roch à Paris qui garde les stigmates de cette manifestation et de la représentation en fait de l'autorité, à savoir que Napoléon va faire tirer au canon, à la mitraille sur le peuple parisien royaliste. Par la suite, Napoléon, grâce à Barras, grande figure de la Révolution également, du Directoire plus exactement, qui fait partie des vainqueurs de Robespierre, Barras va glisser dans le lit de Napoléon une de ses vieilles maîtresses, Joséphine de Beauharnais, et Napoléon, grâce à ce mariage, aura en dot le commandement de l'armée d'Italie, dans laquelle il va se révéler. On dira de lui, après tant de siècles, Alexandre et César avaient enfin un successeur. Donc ce qu'on peut dire, pour être clair sur le rapport à Napoléon et la Révolution, sans la Révolution, Napoléon n'aurait pas émergé, et du temps de sa prime jeunesse, Napoléon avait des sympathies robespierristes, c'est évident, et c'est également indiscutable que Robespierre avait une grande fascination, voire plus, pour Rousseau. Il y a une autre question, Gauthier. On n'a pas beaucoup parlé du rapport de Robespierre à la religion et de la fête de l'être suprême. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses très distinctes, parfois contradictoires, qui se disent sur cette fête de l'être suprême, dont le culte commence à être mis en avant au début de l'été, au printemps 1794. Selon moi, c'est une interprétation personnelle, mais il me semble que Robespierre était déiste, comme pouvait l'être un Napoléon. Il avait en tout cas, je pense, un rapport assez utilitaire à la religion, c'est-à-dire qu'il percevait objectivement comment une religion, quoi qu'on en pense, qu'on soit croyant ou pas, comment une religion est en soi un système de contrôle social, et que eh bien, le fait de croire en quelque chose, le fait d'espérer qu'il y ait quelque chose, un au-delà éventuellement après la mort, ça permet à la population eh bien,
d'avoir une espérance. Une transcendance permet de rendre la vie moins difficile en tout cas. Et je pense que Robespierre avait, comme le démontrera Bonaparte une décennie plus tard, une approche assez utilitariste de la foi. Il était, à mon sens, déiste, il était aussi, à mon sens, même si le terme est peut-être anachronique, il me semble que c'est un terme du 19e siècle, plutôt assez positiviste finalement. L'anecdote du paratonnerre de, comment s'appelle-t-il, de D'Astry, je crois, en 1783, en mai 1783, a montré, nous l'avons expliqué en début d'émission, comment, le paratonnerre de Vissry, pardon, a montré comment des hommes comme Robespierre, ceux qui constitueront le camp républicain à partir du 19e siècle, sont des hommes de foi dans la science, sont des hommes qui, avant l'heure, sont des progressistes, et que donc ils peuvent avoir quelque méfiance dans la religion, notamment dans la religion catholique, dont ils perçoivent bien qu'elle est l'un des derniers avatars de la monarchie après la mort de Louis XVI. Alors ça, naturellement, Robespierre ne peut pas le savoir puisqu'il meurt en 1794. Mais il me semble qu'il est déiste, qu'il est dans une vision assez utilitaire des choses, et que c'est un progressiste avant l'heure, c'est un esprit épris de science, voilà, d'intérêt pour les sciences mécaniques, les sciences naturelles, etc. Comme pouvaient l'être les élites du temps des Lumières. N'oublions pas que c'est quand même l'époque de l'encyclopédie, de Denis Diderot, etc. Merci Gauthier pour ta réponse. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous remercions une nouvelle fois de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine émission, Gauthier, qui sera sur le thème du Brésil. Le 22 avril prochain, nous vous parlerons de l'épopée de Pedro Cabral, qui le 22 avril 1500, un petit peu par hasard, a découvert le Brésil. Vous le savez ou vous ne le savez peut-être pas, c'était l'époque, en 1495, du traité de Tordesillas qui avait partagé le monde, les sphères d'influence entre les Portugais et les Espagnols. On pensait à l'époque qu'il n'y aurait plus grand-chose d'autre à découvrir. On n'avait pas tout à fait compris d'ailleurs qu'il s'agissait, le Nouveau Monde, d'un nouveau continent. On pensait juste que c'était l'Inde. Le nouveau continent avait été découvert 8 ans plus tôt, en 1492. C'est une épopée fascinante que celle de Cabral, c'est aussi les premiers conquistadors, il y aura quelques décennies plus tard Cortés naturellement, et puis les différentes péripéties en Amérique centrale et latine, la découverte du Venezuela, la destruction aussi des empires aztèques et incas, bref, 1500, le 22 avril, la découverte, entre guillemets, puisque c'était pas prévu, du Brésil, ce sera le thème de la prochaine émission sur Fréquence Histoire. Merci Gauthier, merci chères auditrices, chers auditeurs, et à très bientôt pour une nouvelle émission de Fréquence Histoire dont le but est de aimer et de faire découvrir l'histoire. Voilà, mon prochaine émission le 22 avril sur la découverte du Brésil. Merci à tous.